Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M. Puisque la nouvelle version de Warhammer 40 000 est arrivée, qu'on part sur une série de vidéos qui va vous présenter les nouveaux mécanismes de décor, les scénarios, la différence entre l'ancienne et la nouvelle version, et aujourd'hui, on s'attaque aux règles. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Game Workshop qui nous a intégré assez en amont de la sortie de cette nouvelle version, ce qui nous a permis de tester les règles et d'éprouver un petit peu, justement, suite aux premières lectures qu'on avait, cette différence entre l'évolution d'une ancienne et d'une nouvelle version. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors effectivement, quand on a eu les règles au début, on s'est dit que la différence entre la V8 et la V9 ne sautait pas forcément aux yeux. Maintenant, quand on a fait quelques tests et qu'on s'est rendu compte des différences qu'il peut y avoir sur table, on n'est pas effectivement sur une 8.5, on est vraiment sur une V9 avec des mécanismes qui vont être différents. On va le sentir sur les décors, on va le sentir sur les scénarios, et on va aussi le sentir ce qu'on appelle la micro dans le jeu, c'est-à-dire la façon de mettre en cohésion ces unités et ainsi de suite. Donc franchement, pour ça, c'est vraiment très sympa. Pour rentrer dans les fondamentaux de Warhammer 40 000, on va rappeler qu'on gagne ou on perd une partie dépendamment de la mission. Et dans ces missions, on va donc retrouver deux types d'objectifs. Les objectifs primaires, qui sont en fait définis par la mission, et puis des objectifs aussi secondaires. Ceux-ci sont choisis par le joueur parmi un portefeuille justement d'actions assez différentes, dépendamment de son optique de jeu ou de la liste adverse. Les décors sont très importants dans cette V9 de Warhammer 40 000. C'est pourquoi Games Workshop nous recommande de jouer sur une table qui a au moins un décor par carré de 12 pas par 12 pas. Pour maintenant rentrer dans les règles, on va parler de principes fondamentaux, des règles de base avec la notion de cohérence d'unité. Et puis la notion des unités entièrement A ou A. On se retrouve les Wargamers pour un cas pratique de cohésion d'unité, ici constitué de 5 figurines qui doivent être espacées de 2 pouces maximum d'un autre modèle. La particularité, c'est que dès qu'on va passer à un effectif de 6, là, chaque figurine doit être espacée de 2 pouces de 2 autres figurines. On passe maintenant à la cohérence verticale. Comme on peut le constater, l'unité au global est en cohérence puisque chaque figurine est soit à 2 pas les unes des autres, soit à 5 pas d'une figurine qui est en hauteur. On voit maintenant les notions de A et entièrement A. Nous allons prendre l'exemple d'une unité qui doit être à 6 pouces d'un lieutenant Space Marine qui va lui permettre d'avoir une reroll de 1 pour blesser. Ici, on le voit bien, pour que l'unité soit A, il suffit qu'une figurine et une partie de ce socle de l'unité soit bien à 6 pas du lieutenant. En outre, si une règle dit qu'elle affecte les unités si chaque figurine de l'unité est A, elle s'applique dès lors que la moindre partie du socle ou de la coque de chaque figurine est à la distance indiquée ou moins. Et dernière notion qu'on va voir, c'est quand l'ensemble des figurines d'une unité doivent être entièrement A. En l'occurrence, n'importe quel bout du socle doit être entièrement dans un rayon de 6 pouces. On se retrouve les Wargamers pour maintenant parler du déroulé d'une partie. On va pas trop rentrer dans l'initialisation de celle-ci puisque dépendamment des chapter approved ou des modes de jeu, ça va un petit peu évoluer. On va quand même noter que au début de la partie, on va chacun lancer un dé. Le plus grand résultat va pouvoir choisir d'être attaquant ou défenseur, c'est-à-dire choisir son bord de table et commencer à se déployer. On est revenu sur un déploiement unité par unité, mais on rejettera un dé pour savoir qui va commencer. Ensuite, on va pouvoir débuter la partie. Une partie de Warhammer 40 000 est divisée en 5 rounds de bataille fixes. Chaque round de bataille est divisé également en tours de joueurs. À noter que chaque tour de joueur comprend 7 phases. La première phase que nous allons voir maintenant, c'est la phase de commandement. Cette partie-là du tour correspond maintenant à une vraie phase dans laquelle le joueur dont c'est le tour va gagner un point de commandement. Ensuite, on va appliquer certaines règles liées aux fiches techniques ou l'utilisation de stratagèmes de cette phase. Un exemple d'activation pendant cette phase-là, ce sont par exemple les prières des chapelains qui se font donc au moment de votre phase de commandement. Et enfin, c'est en fin de phase de commandement qu'on va regarder qui contrôle les objectifs. On passe maintenant à la phase de mouvement. Pendant cette phase, nous allons donc activer une unité puis une autre. Une fois sélectionnée, cette unité va pouvoir effectuer différents types de mouvements. La première, c'est tout simplement de se déplacer. Ça veut dire que n'importe quel bout de son socle peut au maximum atteindre sa valeur de mouvement. Ensuite, elle va pouvoir advance, sous-entendu courir, ou elle va tout simplement jeter un D6 et ça s'ajoutera à cette valeur de déplacement. Alors attention sur ce type-là de mouvement parce que vous aurez une contrainte par la suite et par exemple vous ne pourrez pas tirer avec certaines armes de tir si vous avez fait une advance. Sauf par exemple avec les armes d'assaut où là on aura un malus de -1 pour toucher. Ensuite le dernier mouvement c'est celui de retraite. C'est si jamais on a des figurines dans sa zone d'engagement, encore une fois 1 pouce à l'horizontale ou 5 pouces à la verticale, de tout simplement finir un mouvement en dehors de cette zone-là. Ce mouvement apporte plusieurs contraintes. La première, vous ne pourrez pas tirer. La seconde, vous ne pourrez pas charger. Et la troisième, vous ne pourrez pas utiliser de pouvoir psy. Par rapport à l'ensemble de ces mouvements, il va y avoir des interactions avec les décors. Si ceux-ci font moins de 1 pouce de haut, on va tout simplement les ignorer. Ensuite, dépendamment de son type, infanterie, bête et nuée, on va pouvoir
traverser certains murs, et si jamais on décide de les escalader, alors il faudra mesurer à la verticale. Une fois que l'ensemble des unités ont été activées pour se déplacer, on passe à la dernière partie de cette phase de mouvement avec l'arrivée des renforts. On va donc retrouver deux types de renforts. Le premier qu'on va trouver sur les fiches techniques des unités, par exemple quand vous arrivez en frappe en téléportarium, et puis aussi maintenant les réserves stratégiques. Dans les deux cas, elles pourront arriver à partir du rang de 2 si on joue en jeu égal. Pour les renforts, elles arriveront à 9 pouces de l'ennemi, mais n'importe où sur le champ de bataille. Pour la réserve stratégique, on va payer un nombre de points de commandement qui sera dépendant du nombre de points de puissance de l'unité. On aura la même restriction d'arriver à 9 pouces de l'ennemi à partir du rang de 2, mais cette fois-ci avec le fait d'arriver à 6 pouces des bords de table et jamais dans la zone de déploiement adverse. Cette restriction de zone de déploiement adverse sautera à partir du rang de 3, avec la particularité de pouvoir justement arriver plus près de 9 pouces de l'ennemi si jamais on arrive chez nous. On peut même arriver à un pas d'une figurine ennemie et donc être considéré comme ayant chargé au corps à corps si jamais on arrive dans notre zone de déploiement. Pour clôturer cette phase de mouvement, on va maintenant parler de deux types d'unités, les aérodimes et les transports. Pour faire un petit focus sur les transports, c'est un type d'unité qui va permettre justement de faire embarquer dedans d'autres unités. On va pouvoir avoir deux actions possibles, le fait de débarquer, sous-entendu au moment où l'unité pour se déplacer avant son mouvement, de faire sortir tout le monde entièrement à 3 pouces de celle-ci. Et la deuxième action, c'est tout simplement le fait d'embarquer. N'importe quelle unité, dépendamment des restrictions du transport, doit finir son mouvement à 3 pouces de celui-ci. Particularité, on ne peut pas dans la même phase débarquer d'un véhicule pour réembarquer dans un autre. Si, au moment du débarquement, il n'est pas possible de placer l'entièreté des figurines dans un rayon de 3 pouces ou en dehors de la zone d'engagement d'une unité ennemie, alors l'excédent de figurines sera tout simplement soit détruit, soit on découvre aussi l'utilisation d'un stratagème qui nous permettra non pas d'arriver à 3 pouces, mais à 6 pouces de celui-ci. En outre, si un véhicule de transport est détruit, vous allez devoir jeter autant de dés que vous avez de figurines embarquées dans votre véhicule. Pour chaque 1, la figurine sera détruite. On passe maintenant aux aérodynes. Ce sont tout simplement les avions de Warhammer 40 000. Leur fiche technique est composée d'une valeur de mouvement minimale et d'une valeur de mouvement maximale. La particularité, ce sera que pendant la phase de mouvement adverse, votre adversaire pourra tout simplement ignorer le socle pour passer à travers. La seule petite contrainte, c'est qu'il ne pourra pas finir son mouvement dans la portée d'engagement de votre avion. Dépendamment aussi de sa fiche technique, on va avoir des angles de déplacement un petit peu particuliers. Et si jamais son avion, lors d'un déplacement, touche le bord de table, il va pouvoir passer en réserve stratégique. Il va donc disparaître jusqu'à sa prochaine phase de mouvement et là arriver n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces d'une figurine ennemie dans n'importe quel angle. On passe maintenant à la phase psychique, qui est la troisième phase du tour de joueur. Comme lors de la phase de mouvement, vous allez devoir sélectionner une unité qui devra résoudre tous ses pouvoirs psychiques avant de pouvoir passer à une nouvelle unité. La seule contrainte qu'il va avoir, c'est qu'il ne pourra pas tenter de manifester de sort à partir du moment où il s'est désengagé, il a battu en retraite lors de la phase de mouvement juste avant. Pour lancer un sort, on va tout simplement regarder les caractéristiques de celui-ci. Il y en a des génériques et des spécifiques. On va avoir une valeur de lancement minimum. Il va donc pouvoir lancer 2 dés et si cette valeur est atteinte, alors le sort sera considéré comme étant lancé. Ensuite, on va parler de dissipation. Un psycheur ennemi à 24 pouces va tout simplement pouvoir tenter de le faire. Il va jeter 2 dés. Il va devoir atteindre une valeur strictement supérieure à la valeur de lancement des 2 dés du lanceur. À noter que nous pourrons tenter de manifester un pouvoir psy qu'une seule fois dans la phase psychique, sauf le sort châtiment qui lui peut être utilisé par plusieurs psychers et donc être lancé plusieurs fois. La seule contrainte, c'est que chaque fois qu'on relancera ce sort-là, on aura un +1 sur son jet de casting. Petite précision, il existe quand même des risques à l'idée de tenter de lancer un sort, puisque en cas de double 1 ou de double 6, on va avoir ce qu'on appelle un péril du warp. Le psyker va perdre des 3 points de vie via des blessures mortelles, et si jamais celui-ci explose, donc meurt à l'issue de ces blessures, on va regarder toutes les unités qu'on va avoir à 6 pouces et elles-mêmes subiront des 3 blessures. On passe maintenant à la quatrième phase d'un tour de joueur et c'est donc la phase de tir. Donc là, tout comme pour les phases précédentes, on va devoir choisir une unité à activer, ensuite on prendra la suivante. Une fois qu'on a choisi cette unité, on va pouvoir définir les cibles des tirs. Ça va se jouer par figurine et par arme. Et que l'ensemble des tirs seront simultanés et qu'on vérifiera donc l'éligibilité justement de chacun des tireurs par rapport à la portée de son arme, donc la distance entre lui et sa cible, et aussi son champ de vision. Pour définir un champ de vision, on va tout simplement se mettre à la place de la figurine et devoir voir n'importe quel bout de la figurine qu'on cible. Toujours sur l'éligibilité d'une cible sur laquelle on voudrait tirer, on va retrouver différents cas particuliers. La première, c'est attention messieurs. Alors tout simplement, on ne peut pas tirer sur un personnage ayant 9 points de vie
ou moins s'il est à 3 pas d'une unité de son armée, monstre, véhicule ou une unité de 3 figurines ou plus, sauf si c'est la cible la plus proche. Ensuite, on ne pourra pas tirer sur une cible si celle-ci est dans une zone d'engagement adverse, sauf si on est directement dans ce corps à corps et qu'on utilise une arme de type pistolet. On va aussi avoir comme cas particulier les monstres ou les véhicules, puisque au moment où ils vont être activés pour déclarer leur cible, ils vont pouvoir tirer sur les figurines qui sont au corps à corps. S'ils décident de diviser leur tir avec par exemple une arme dans le corps à corps et une arme plus loin, ils vont d'abord devoir s'assurer de clean avec leur arme qui va tirer au corps à corps leur zone d'engagement, et si celle-ci est dégagée, alors au moment d'utiliser leurs autres armes, ils seront éligibles à le faire. On va maintenant parler des différents types d'armes. On va commencer par les armes lourdes qui sont régies à la règle paradis des gros calibres. C'est le fait quand on est de type infanterie et qu'on se déplace et qu'on tire, d'avoir un malus de -1. Ensuite, on va retrouver les armes à tir rapide qui vont avoir une valeur à leur tir rapide. Exemple, tir rapide 1, qui vont pouvoir faire un tir jusqu'à la valeur maximum de la portée de l'arme et 2 tirs s'ils sont à mi-portée. Ensuite, on va avoir les armes d'assaut, le fait de pouvoir se déplacer normalement et tirer normalement assis avec son arme, la particularité de pouvoir advancer, donc sous-entendu d'ajouter D6 à sa valeur de mouvement et de quand même pouvoir tirer avec son arme, mais avec un malus de -1 pour toucher. Ensuite, on va retrouver des types d'armes qui vont imposer certaines restrictions à l'unité, notamment le fait de ne pas pouvoir tirer avec plusieurs armes si jamais on en a de type pistolet et celle qu'on vient de décrire, et aussi de type grenade où pour le coup, une seule figurine de l'unité pourra utiliser cet arsenal. Parmi ces différents types d'armes, on va aussi retrouver celles à déflagration. Ça représente sur le champ de bataille des armes assez puissantes qui font notamment des explosions. Elles feront 3 attaques minimum contre les unités qui ont 6 figurines ou plus. Elles feront toujours le maximum des attaques contre les unités qui ont 11 figurines ou plus. A noter qu'elles ne pourront jamais tirer quand elles sont à portée d'engagement. Pour revenir un petit peu sur le séquencement de cette phase de tir, on va donc choisir une unité. À l'intérieur de celle-ci, choisir des cibles par figurine et par arme. Ensuite, une fois qu'on aura vérifié l'éligibilité de tous ces petits choix-là, on va pouvoir commencer à faire feu. On va tout simplement avoir une capacité de tir. Ça représentera la valeur DD qu'on va devoir atteindre pour pouvoir toucher sa cible. Il existe des malus potentiels qu'on va pouvoir appliquer à la touche et que ceux-ci sont toujours capés à +1 ou à -1. Ensuite, une fois qu'on a son pool de dés de touche, on va appliquer des jets de blessure. Si la force d'une arme est équivalente à la valeur d'endurance, alors ça sera tout simplement sur un résultat de 4, 5 ou 6 sur un dé. Si c'est inférieur, alors ça sera sur du 5 ou 6. Et si c'est strictement 2 fois inférieur à la valeur d'endurance, alors ça sera sur du 6. De la même manière, si c'est 2 fois supérieur à la valeur d'endurance, ça sera tout simplement sur du 2. A noter qu'un 6 blessera toujours, un 1 manquera toujours, et que sur vos jets de blessure, c'est comme pour les jets de toucher, vous pourrez avoir un -1 ou un +1 maximum pour blesser les figurines ennemies. Une fois que les jets de blessure sont réalisés, on va obtenir un pool de jets de sauvegarde, que celles-ci vont pouvoir se faire à l'unité, dépendamment de la caractéristique de sauvegarde de la cible sujette à cette blessure. Au moment où on va faire ces fameux jets de sauvegarde, voir si notre armure a absorbé l'impact, on va vérifier que l'arme n'avait pas de pénétration d'armure qui impacterait le jet à atteindre. Il existe différents types de sauvegardes, les sauvegardes d'armure standard et les sauvegardes invulnérables qui, elles, ne seront jamais modifiées par quelque modificateur que ce soit. On retrouve aussi les blessures mortelles. Il s'agit d'un type de blessure particulier puisque vous n'avez le droit à aucun jet de sauvegarde, que ce soit une sauvegarde normale ou une sauvegarde invulnérable. La seule façon de ne pas prendre ce dégât-là, c'est d'avoir une règle qui permet d'ignorer les blessures. Par exemple, dans les unités Death Guard, vous avez une règle qui s'appelle affreusement résistant, qui permet d'ignorer les blessures sur un 5+. Donc si vous faites un 5 ou plus sur votre jet de dés, la blessure sera tout simplement ignorée. On précise quand même qu'il n'est pas possible de tenter d'annuler une blessure plus d'une fois. On va ensuite passer à la phase de charge, la phase qui va nous permettre de rentrer en contact de l'ennemi, sous-entendu dans sa zone d'engagement. On va faire ça comme pour les autres phases, c'est-à-dire activer unité par unité. Ne peut être cible d'une charge qu'une unité qui serait à 12 pouces de l'unité chargeante. On est capable de déclarer une charge sur N unités adverses. La particularité, c'est qu'on va jeter 2 dés et que la valeur de ces 2 dés doit nous permettre de rentrer dans la zone d'engagement de l'ensemble des unités chargées. Tu vas me dire, pourquoi déclarer plusieurs unités en charge? C'est parce que lors du tour où on a chargé, on ne sera capable de taper à la phase de combat que sur les unités qu'on avait déclarées à la phase de charge. Particularité de cette phase, puisque quand on est sujet à une charge, on va pouvoir, si on a la règle tir en état d'alerte, attention, il faut que cette règle soit présente sur la fiche technique comme une aptitude, ou alors qu'on décide de craquer un petit stratagème qui nous octroie cette règle avant que le chargeur jette ce DD pour voir s'il arrive à rentrer dans la zone d'engagement, de pouvoir faire donc son tir en état d'alerte. Quand on tire en état d'alerte, on tire avec l'unité, mais les attaques touchent seulement sur un jet de touche non modifié de 6.
À noter que c'est un tir qui se fait comme pendant la phase de tir, donc si vous avez des bonus particuliers pour chaque 6 que vous faites, eh ben, ça va s'appliquer là aussi. Je précise seulement que sur les décors de type défendable, les tirs en état d'alerte toucheront sur du 5+. Intéressant de préciser qu'on parlait de 6 non modifiables, là on parle donc de 5+, ça veut dire que ici les bonus vont s'appliquer. À voir si c'est une erreur de traduction par rapport à la version qu'on a nous, ou alors si c'est faqué derrière, mais là ça semblerait comme très fort, puisque notamment avec certains sorts type Prescience des Space Marines du Chaos, ça voudrait dire qu'on aurait plus 1 pour toucher à ce moment-là. À voir justement si c'est clarifié. Une fois que toutes les unités qui sont été chargées ont été activées, on passe aux interventions héroïques. Une intervention héroïque est tout simplement pour un personnage, si celui-ci n'est pas dans une zone d'engagement, un mouvement de 3 pouces à l'horizontale ou 5 pouces à la verticale qui doit lui-même lui permettre d'être dans la zone d'engagement ennemi. C'est tout simplement le fait de contre-attaquer avec un personnage qui lui va être nommé ou en tout cas sur lequel on va un petit peu plus s'identifier sur le champ de bataille. Une fois que l'ensemble des unités qui voulaient charger l'ont fait, on passe à la 6e phase, la phase de combat. Dans cet exemple, on va dire que les Space Marines ont réussi à charger dans la phase précédente. Ça veut dire que les 2 dés qu'il a lancés lui ont permis d'arriver dans la zone d'engagement ennemie avec au moins une de ses figurines. À notre phase de combat, une unité ayant chargé va pouvoir s'activer prioritairement et faire un mouvement de 3 pouces vers la figurine la plus proche qui s'appelle le mouvement d'engagement. On va ensuite regarder quelles sont les figurines à portée d'engagement ou quelles sont les figurines à 0,5 pouces d'une figurine elle-même à 0,5 pouces d'une unité ennemie pour pouvoir l'assister et lui permettre donc de taper elle aussi au corps à corps. On voit là que les 5 Space Marines pourront taper. Si à cause d'un jet de charge trop petit ou d'un positionnement ennemi qui faisait que je devais me rapprocher de l'unité la plus proche, cette figurine est par exemple ici, lui est bien en cohésion d'unité mais malheureusement est à plus de 0,5 pouces d'une figurine elle-même à 0,5 pouces. Il fait donc tout simplement regarder le combat et ne pas pouvoir taper. Une fois que les attaques ont été résolues et les sauvegardes d'armure réussies ou ratées, l'adversaire va retirer ses pertes et à la fin de l'activation de cette unité pour combattre, j'ai aussi le droit de faire un mouvement de 3 pouces vers les figurines ennemies les plus proches. En l'occurrence, si une unité est en contact socle à socle avec une autre, elle n'a plus le droit de bouger. Tout en respectant bien sûr ma cohésion d'unité. Autre exemple de charge, on a vu tout à l'heure que la portée d'engagement des figurines était de 5 pouces à la verticale. Là, je vais donc devoir réussir une charge à 9 pour pouvoir mettre une figurine dans cette aire d'effet. En admettant que la charge soit réussie, je n'ai pas besoin de monter à l'étage puisque je suis à portée d'engagement et je vais donc pouvoir taper. Le paradoxe, c'est que au moment où je vais justement activer cette unité à la phase de combat pour pouvoir taper, les figurines en zone de combat vont pouvoir le faire, mais à côté de ça, les figurines qui, elles, sont à 0,5 pouces d'une figurine engagée, mais pas à 0,5 pouces d'une figurine en contact, ne pourra pas taper. Une fois que l'ensemble des unités qui devaient combattre l'ont fait, on passe à la 7e phase qui est la dernière et qui est la phase de morale. En commençant par le joueur dont c'est le tour, il va devoir choisir une unité dans laquelle il a eu au moins une perte et effectuer un test de morale. Il va donc jeter un D6, additionner à ça le nombre de morts qu'il a eu sur ce tour, et si ça dépasse sa valeur de morale, alors il y aura automatiquement une figurine qui fuira, qui sera retirée comme perte, quel que soit son nombre de points de vie. Une fois que ce test est fait, il va devoir faire un test d'attrition. Il va donc tout simplement jeter un dé pour chacune des figurines restantes de son unité, et sur un 1, celle-ci mourra aussi, quel que soit son nombre de points de vie. On va aussi voir la notion de demi-force. Quand une unité est réduite à moins de la moitié de son effectif de départ, sous-entendu une unité de 10, ça sera 4, strictement inférieur à la moitié, son test d'attrition aura un malus de +1. Sous-entendu, les figurines mourront sur du 1 et du 2. Une fois que la première unité a testé, on est sur de l'alterné joueur à joueur, et une fois qu'on a fait l'ensemble des unités, on va regarder cette sous-phase qui est la phase de cohésion. Pendant cette sous-phase, chaque joueur devra vérifier que toutes ces figurines sont encore en cohésion d'unité. Si ce n'est pas le cas, il devra enlever chaque fois une figurine jusqu'à retrouver la cohésion d'unité. Dit avec des petits mots, ça semble anodin, mais c'est quelque chose qui va clairement structurer cette version 9 de Warhammer 40 000. Concernant les stratagèmes, on va en retrouver de deux types. Les stratagèmes spécifiques, que vous allez retrouver tout simplement dans votre codex, et les stratagèmes génériques qui sont décrits dans le livre de base. Il y en a 7 au total. Le premier stratagème générique est donc la relance de commandement pour 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème après que vous avez effectué un jet de touche, un jet de blessure, un jet de dégâts, un jet de sauvegarde, un jet d'advance, un jet de charge, un jet de test psychique, un jet de test pour abjurer le sorcier, ou que vous avez jeté les dés pour déterminer le nombre d'attaques effectuées par une arme. Vous pouvez relancer ce jet ou ce test. C'est toujours très efficace, c'est très constant. Particulière attention, ça n'est pas n'importe quel jet. On vient de le voir ici. Une force aléatoire, par exemple, elle n'est pas relançable. Le deuxième stratagème générique, c'est exterminer. Il vaut
uniquement un point de commandement, ça se fait à la phase de mouvement adverse quand le joueur opérant décide d'utiliser un mouvement de repli. Alors je vais jeter un dé pour chacune des unités qui sont dans la zone d'engagement de une de mes figurines. Et sur chaque 6, elle subira une blessure mortelle. Troisième stratagème générique, c'est le repli désespéré. Celui-là vaut 2 points de commandement. On l'a vu tout à l'heure en phase de mouvement qu'on ne peut pas traverser les autres figurines. Il est possible, quand on est engagé au corps à corps, d'être loqué par une figurine qui nous empêcherait tout simplement de sortir. Ici, pour 2 PC, on va tout simplement pouvoir ignorer ces figurines quand on va se déplacer. La contrainte, c'est que même pour ces 2 PC, on doit finir hors de portée d'engagement des figurines ennemies. La contrepartie, en plus des 2 points de commandement, c'est que vous allez devoir jeter un des 6 pour chaque figurine que vous avez dans cette unité. Pour chaque 1, la figurine sera détruite. En plus de ça, vous ne pourrez rien faire sur votre tour d'après, c'est-à-dire même pas charger, faire un test psy ou tout simplement tirer, même si vous avez une règle spéciale qui normalement vous permet de le faire. Le quatrième stratagème générique qu'on va voir ici, c'est le débarquement d'urgence. On avait vu tout à l'heure en phase de mouvement qu'on pouvait débarquer dans un rayon de 3 pouces d'un transport à la phase de mouvement. Ici, si on n'est pas capable de placer les unités, pour un point de commandement, elles ne seront pas détruites et on va pouvoir les mettre dans un rayon de 6 pouces. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on va devoir jeter un dé pour chaque figurine débarquante et que sur un 1-2, elle sera détruite. Encore une fois, quel que soit son nombre de points de vie. Le 5e stratagème générique est le tir en état d'alerte pour 1 point de commandement. Il va vous permettre donc de faire un tir en état d'alerte pendant la phase de charge ennemie, et ce même si vous n'avez pas cette règle. Yes, on continue ensuite avec contre-offensive qui vaut 2 points de commandement. C'est le fait de pouvoir forcer l'activation de son unité en phase de combat après qu'une unité ennemie est tapée. On le rappelle sur cette version, l'ordre d'activation des unités à la phase de combat sera prioritaire sur les unités ayant chargé et ensuite ça sera de l'activation alternée en commençant par le joueur adverse. Ça va donc permettre théoriquement à c'est mon tour, je te charge, j'ai l'initiative de la première unité qui tape, tu claques 2 PC et derrière tu peux m'interrompre si j'avais chargé avec 2 unités. Le dernier stratagème générique, c'est donc le courage insensé qui coûte 2 points de commandement. Il va vous permettre tout simplement de réussir automatiquement un jet de morale. Attention, ce stratagème, on ne peut l'utiliser qu'une fois par bataille. On a donc fait le tour des explications et de la lecture des règles de Warhammer 40 000 version 9. On vous incite clairement de toute façon à tester chez vous, puisque vraiment la mise en pratique permet vraiment de se rendre compte qu'il y a une fracture avec la version 8. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je trouve qu'effectivement, à la première lecture, on a l'impression que c'est des petits changements, mais comme on a pu le voir sur la table, c'est des petits changements qui sont très structurants sur les parties en entière. Et c'est vrai qu'on arrive finalement sur une V9 qui se veut beaucoup plus équilibrée que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment très bien. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargaming Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, et Wargamer.